La démocratie locale a pris le risque d'aborder un sujet difficile, car le mot clientélisme et la réalité qu'il recouvre constituent un véritable piège, tant ce mot est porteur de significations, d'images et de fantasmes divers. Disons que le mot sent le soufre. C'est d'abord à une clarification et à une délimitation que nous faut procéder en décrivant le phénomène du clientélisme qui sera l'objet de la première des deux parties. Et dans la seconde partie, de manière plus positive, nous essaierons de nous interroger sur ce qui peut être fait aujourd'hui dans la cité pour lutter contre ce phénomène. Ce sera l'objet de la seconde partie. Donc, première étape de notre exposé, qu'est-ce que le clientélisme? Ce qui conduit à vous donner rapidement une définition du clientélisme avant d'en donner de manière plus détaillée les ingrédients qui sont indispensables, me semble-t-il, à l'existence de ce qu'on appelle le clientélisme. Mais d'abord la définition. Je rappelle que nous ne parlons ce soir que du clientélisme politique. Mais le monde politique n'a pas le monopole du clientélisme. Il y a un clientélisme syndical, il y a un clientélisme commercial, pas au sens de la clientèle, au sens du clientélisme, etc. Le clientélisme, qu'il soit politique ou non, possède un mode opératoire qui est commun à toutes les formes de clientélisme. C'est un rapport individuel entre deux personnes, je dis bien entre deux personnes, qui se connaissent et qui entendent tisser entre elles un lien fondé sur le donnant-donnant. Le clientélisme politique, sur cette toile de fond, c'est donc tout simplement une relation où on a d'un côté un élu ou un candidat à une élection ou à une réélection, et puis de l'autre côté, une personne physique ou une personne morale, association ou groupe. Cette définition permet de différencier le clientélisme de trois choses avec lesquelles on a tendance à les voir flirter intellectuellement. Le clientélisme, d'abord, ce n'est pas la corruption. La corruption, c'est un acte instantané pour l'obtention d'un bien, d'un avantage, d'une prestation, mais dans tous les cas, illicite. Celui qui se laisse corrompre fait une affaire et il gagne de l'argent, et celui qui reçoit escompte une amélioration de son sort. D'ailleurs, si la corruption est une infraction pénale, le clientélisme ne l'est pas, par le contrôle de Maître Tarasconi. De plus, il n'y a pas dans la corruption versement d'argent public le plus souvent, ce qui sera le cas du clientélisme. Enfin, alors que la corruption est un acte instantané, tu me donnes ça, je te donne de l'argent, ou inversement, le clientélisme, notamment politique, lui, s'inscrit dans la durée. C'est un système, avec tout ce que cela implique. Il y a des familles de clients qui se transmettent le flambeau à travers plusieurs générations. Comme il y a des familles d'élus qui se repassent de père en fils ou fille, donc la nièce ou un neveu, ce que j'appellerais le portefeuille client de la circonscription. Ceci permet également de distinguer le clientélisme du lobbying, avec lequel on pourrait le confondre. Le lobbying se caractérise par une action et par une propagande qui sont collectives, collectivement faites et collectivement adressées à un organe lui-même collectif. Ça peut être un groupe, ça peut être un décideur, mais peu importe. Dans tous les cas, dans le lobbying, font défaut deux éléments caractéristiques du clientélisme, le lien interpersonnel et la distribution d'avantages matériels d'origine publique. Dans le clientélisme, l'avantage est d'origine publique. Troisième élément, également avec lequel il ne faut pas confondre le clientélisme, c'est avec la politique générale. Quand M. Jean-Marc Ayrault, je suis devant Premier ministre, ne se montre pas trop exigeant avec les régimes spéciaux de retraite, très spéciaux d'ailleurs, ou avec la fonction publique,
quand il peaufine sa loi de finances pour 2014, quand la droite fait une politique fiscale plutôt favorable aux agriculteurs ou plutôt favorable à l'investissement immobilier, bien sûr que dans les deux cas, il y a protection d'intérêts électoraux, mais il n'y a pas de clientélisme. Il s'agit de protéger, de favoriser ceux qui vont voter pour vous, votre clientèle électorale, si je puis m'exprimer ainsi, mais ce n'est pas du clientélisme, car il n'y a pas ce rapport individuel d'homme à homme qui est le propre de cette situation pré-mafieuse qu'est le clientélisme. Dans le système du clientélisme politique, généralement, l'élu ou le candidat, à son élection ou à sa réélection, va solliciter la voix de l'intéressé, soit sa voix simplement, soit son soutien, garder un bureau de vote, coller des affiches, maintenir l'ordre dans une réunion, j'en passe et des meilleurs, soit les deux, et sa voix et son aide. Et en contrepartie, son client va recevoir un avantage quelconque. Les 4 avantages principaux qui caractérisent le clientélisme sont le logement, l'attribution d'un logement, une aide financière, un emploi, et dans le cas des personnes morales comme les associations, des subventions. C'est les 4 véhicules moteurs du clientélisme. Alors quelles sont les conditions? Deuxième étape de ma première partie, puisqu'il a dit qu'il y avait 2 parties, mais il a oublié de dire qu'il y avait aussi 2 sous-parties selon la bonne tradition juridique. Pour qu'on puisse avoir une situation clientélaire, il faut que 5 conditions soient réunies. Première condition, il faut une demande et une offre. C'est-à-dire que si fait défaut l'un de ces 2 éléments, il n'y a pas de lien clientélaire, bien évidemment. Il faut donc que soit l'un s'offre à mordre la moisson, soit l'autre avance la moisson pour voir s'il vient mort. C'est d'ailleurs ce qui explique, mesdames, messieurs, que le clientélisme, et j'y reviendrai dans un instant, concerne souvent, pas exclusivement, mais souvent, les groupes d'origine immigrée. Attention à la nuance, c'est un juriste qui parle, je n'ai pas dit des groupes d'immigrés, j'ai dit des groupes d'origine immigrée. Ça peut être un groupe récent, un groupe très ancien, d'origine immigrée. Les groupes sociaux défavorisés, beaucoup moins la classe moyenne. Ensuite, ce qui va être accordé, deuxième élément du clientélisme, ne doit pas constituer un droit pour l'intéressé, mais un passe-droit. Il faut lui accorder soit quelque chose à quoi il n'a pas droit, ou quelque chose à quoi il aurait droit, mais d'autres sont mieux placés que lui, ou plus anciens dans le tour. Donc, en fait, il n'y a pas droit aujourd'hui à l'heure où nous parlons. Troisième élément du clientélisme, il faut que la relation s'inscrive dans un processus électoral. Il faut le dire ici, la démocratie constitue, hélas, 3 fois hélas, et de loin, le terrain le plus propice à l'épanouissement du clientélisme, dès lors qu'elle ne se donne pas précisément des garde-fous pour éviter d'y tomber. C'est d'ailleurs pourquoi, en multipliant le niveau d'administration territoriale, le millefeuille, comme nous disons dans le langage juridique, pour une fois qu'on agrémente le droit avec des saveurs qui peuvent être délicieuses, en multipliant donc, oui, les bons millefeuilles, c'est très très rare, très très rare, à Marseille en particulier, en multipliant donc le niveau d'administration territoriale, et donc le nombre d'élus, et donc le nombre d'élections, 570 000 élus en France, on favorise outrageusement le système de la clientèle. Le pompon est décroché avec le cumul de mandats parce qu'il a un effet multiplicateur du phénomène. Ajoutons enfin qu'avec un mode de scrutin uninominal, c'est-à-dire un scrutin fondé sur la personnalité du candidat, les liens interpersonnels sont beaucoup plus faciles. Et ajoutons enfin que comme le scrutin uninominal s'introduit toujours dans une petite circonscription, c'est encore plus facile de faire jouer à tout va le système du clientélisme. Quatrième condition, il faut que cette clientèle soit entretenue avec l'argent public. Soit l'argent, soit les biens, soit public. Sans argent public, il n'y a pas de clientélisme politique. De plus,
à cet égard, notons que, au moins pour le clientélisme individuel, je le dirais moins pour le clientélisme de groupe, mais pour le clientélisme individuel, il faut que la taille de la collectivité ne soit ni trop petite, ni trop grande. Trop petite, le clientélisme est trop voyant, parce que tout le monde est au courant de tout. Et trop grande, la taille de la collectivité ne favorise pas le clientélisme individuel, mais favorise le clientélisme de groupe. Seuls les conseils municipaux, des villes moyennes, grandes ou très grandes, les intercommunalités et les conseils généraux ont la taille optimale pour faire du clientélisme. En revanche, dans le cas de cumul de mandats, vont apparaître et se développer des financements croisés, comme on dit en matière de collectivité locale, des financements croisés du clientélisme. Enfin, cinquième et dernière condition, il faut que le jeu politique, le régime des attributions de logements, de subventions, le processus de prise de décision en la matière soient les plus opaques possibles. Personne ne pourra retrouver l'historique du processus clientélaire. J'ajouterai que, et ça peut surprendre, le clientélisme n'a pas de sens politique. Il suppose l'indifférentisme politique. On ne s'attache pas dans le clientélisme à une idéologie ou à un parti politique, mais seulement à la rémunération du service rendu, sans que la couleur respective des deux protagonistes du donnant-donnant ait une quelconque importance. C'est bien connu, nous le savons au moins depuis l'empereur Vespasien. L'argent n'a pas d'odeur, le passe-droit non plus. Certains d'entre vous, je vois Charles Vigny Trépigny à ma gauche, certains d'entre vous se demanderont pourquoi je n'évoque que les élus locaux et point les élus nationaux. Ce n'est pas du racisme de ma part, mais tout simplement un constat. Il n'y a pratiquement pas de clientélisme en France au niveau national, sauf si l'élu local, national, détient en même temps un mandat local. Alors là, évidemment, c'est la cerise sur le gâteau. Deuxième question, et que faire avec le clientélisme? Que faire? Parce qu'évidemment, c'est pas très bien, vous l'avez compris. Volontairement, j'ai pointé un certain nombre d'éléments récurrents, vous l'avez constaté, qui nourrissent, qui entretiennent, qui expliquent, qui justifient le clientélisme. Et naturellement, c'est dans ces causes qu'il faut trouver les solutions. Mais auparavant, il me semble indispensable de rappeler deux précautions. Deux précautions parce que je vous mets en garde contre le simplisme, contre la tentation du yaka. Faut que, parce que les choses ne sont pas simples du tout. Et n'oubliez jamais l'avertissement de Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que quiconque veut faire l'ange fait la bête. Première précaution, le clientélisme est vieux comme le monde, ou à peu près. Il a connu son heure de gloire à Rome, sous la République, où effectivement les élus avaient une clientèle, un registre des clients de chaque sénateur de la République romaine, mais avec l'Empire, évidemment, c'est plus démocratique et il n'y a plus de clientélisme, évidemment. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que la situation des finances publiques romaines se soit considérablement améliorée. Le clientélisme, donc, a prospéré dans notre pays et ailleurs, à peu près sous tous les régimes politiques. Les États généraux sous l'Ancien Régime avaient des élus qui avaient une clientèle. Le clientélisme pousse donc dans des racines profondes, du moins pour la civilisation qui s'est construite sur les pourtours de la Méditerranée. N'espérons pas l'éradiquer d'un coup de baguette magique. Efforçons-nous simplement, gentiment, d'essayer de lui enlever le plus possible de ce qui en fait le mauvais. Deuxième précaution, il ne faut quand même pas faire de l'angélisme. Nous sommes dans une démocratie. Et nul ne peut ignorer que dans une démocratie, pour gouverner, il faut être élu. Et que pour être élu, il faut recueillir les suffrages des électeurs. Il faut développer un programme, si possible, qui recueille l'assentiment de la majorité. Sinon, vous ne serez pas élu. Il est indispensable aussi de se rappeler que
pour être élu, il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées et de bons débats politiques. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut aller sur le terrain, il faut labourer un cœur, il faut faire des promesses, il faut être à l'écoute. Et avouez, mesdames et messieurs, que la limite est bien mince entre jeu politique démocratique normal et versement dans un clientélisme. Cela étant, ce n'est pas une raison pour ne rien faire et plusieurs pistes très intéressantes pourraient être explorées. Avec succès, me semble-t-il. Recherchons quelques solutions. La première, à mon sens, et je ne suis pas le seul, Dieu merci à le dire, il faut mettre un terme au double cumul des mandats dans l'espace et dans le temps. Il faut enfin que dans ce pays, on arrête d'avoir des hommes et des femmes dont la seule carrière a consisté à se présenter devant des électeurs. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que c'est que la vie. Tout bêtement. Et je dirais que non seulement il ne faut pas qu'une même personne ait plusieurs mandats, mais il ne faut pas qu'elle dure dans ses mandats. À mon avis, on peut discuter, je pense que faire 15 ans, 18 ans de politique, c'est un grand maximum. Après, tu te casses et tu laisses la place aux autres. Parce que Dieu merci, dans ce pays, il y a suffisamment d'hommes et de femmes intelligents pour occuper à peu près tous les pôles de la République. L'élu doit démontrer qu'il est capable d'exercer un métier, un vrai métier, pas le métier politique. Et je l'ai dit tout à l'heure, la multiplication des mandats et la multiplication des élections, et je le répète, est un vecteur majeur du clientélisme. C'est évident. J'ai évoqué plus haut le fait que la région n'était pas un niveau optimal pour le clientélisme individuel. C'est exact. En revanche, si l'on peut être élu régional et maire, ou toute autre forme d'élu local bien placé, alors banco. Car la région va faciliter un blanchiment classique d'argent, puisque montant régional et redescendant vers l'infra-régional, on assistera évidemment à une manne répandue entre les mains du maire qui pourra ou autre alimenter le circuit clientélaire autour de lui. En deuxième lieu, il faut couper le cordon ombilical entre les élus locaux et la fonction publique territoriale. Parce que se produit une consanguinité malsaine entre élus et fonctionnaires territoriaux. À cet égard, il faut que nous repensions complètement le système, refuser le mélange des genres qui conduit à un remake du bien connu « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. La Ve République, appliquant le programme électoral de Maurice Barrès et du général Boulanger sur ce point, dès son origine, la Ve République a refusé le cumul des fonctions parlementaires et des fonctions ministérielles. Elle a également interdit le cumul des fonctions ministérielles et des fonctions parlementaires avec un certain nombre d'activités privées. À la fois pour assurer aux élus une indépendance de jugement, de décision, pour leur éviter un risque d'inféodation et pour empêcher le surgissement de conflits d'intérêts. Les mêmes raisons se retrouvent, et encore aggravées en raison de la proximité étroite, pour les mandats et fonctions territoriaux. En troisième lieu, il faut strictement encadrer les processus de décision. Plus ils seront réglementés, moins il y aura de place pour le discrétionnaire, le passe-droit, le flou artistique, les arrangements maison, etc. Parce que pour que le système clientéliste marche, il faut à la fois que l'élu montre à son client qu'il pourrait lui refuser pour l'accorder à d'autres ce qu'il demande. Et pour que l'attacher encore davantage, puisque son geste sera d'autant plus magnanime, qu'il va lui donner ce qu'il aurait pu souverainement ne pas lui donner. Au contraire, lorsque le pouvoir et le processus sont insérés dans des règles précises, il est beaucoup plus difficile de se ménager une marge de manœuvre suffisante pour les petits arrangements entre amis qui font quotidiennement le clientélisme. En quatrième lieu,
il faut instaurer la transparence la plus complète. Transparence des décisions, transparence des procédures, transparence des motifs, mise à disposition des citoyens des documents, des pièces, des procès-verbaux, identification complète des bénéficiaires. Et là, il faut associer le public. Le public, tout le monde, pas des coteries triées sur le volet, la claque de service. Tout le monde, il faut associer le public au débat, aux décisions. Il faut également être très clair sur les liens des uns avec les autres, quelle qu'elle soit la nature. Ce n'est qu'à ce prix que le clientélisme peut être efficacement combattu. À quand se décidera-t-on dans ce pays à diffuser dans les institutions concernées une lutte nominative, permanente et publiquement consultable des bénéficiaires d'une place de crèche, d'un logement HLM, avec dans la case d'à côté le motif de l'attribution ou le motif du refus de l'attribution. Cela, c'est la démocratie. Cela, c'est la transparence. Cela ne fait pas le lit du clientélisme. Également, il est indispensable pour les élus et leurs services de se doter des moyens de vérifier a posteriori quelle consommation a été faite des crédits, des aides, des subventions en nature ou autres qui ont été accordées. C'est effrayant de voir combien, y compris dans notre région, mais pas seulement, combien les élus ne se soucient pas du service après-vente. On demande rarissimement à une association qui a dit « je veux des sous pour faire ça », on ne lui demande pas, un an, 2 ans après, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, comment vous avez consommé les crédits, et pourquoi vous n'avez pas fait ce que vous aviez dit que vous feriez. Ça, c'est absolument impensable, parce que le problème dans cette affaire, c'est que cet argent, mesdames, messieurs, c'est le vôtre, c'est le mien. Et jusqu'à preuve du contraire, moi je ne sais pas, mais en arrosant le géranium, j'ai jamais vu sortir des billets de banque. Il faut se lever les popotins pour gagner sa vie. Donc, ne jamais oublier que les finances publiques sont un prélèvement forcé sur le travail des particuliers. Alors, quand c'est pour la bonne cause et que c'est efficace, tant mieux, on est tous sur le même bateau. Mais quand ça marche mal, ça devient plus âpre. Et ceci est particulièrement vrai, donc, pour les subventions aux associations. Enfin, en dernier lieu, non pas que toutes les pistes soient épuisées, mais parce qu'il faut bien arrêter une énumération, je ferai 2 observations. La première observation, c'est pour dire qu'il faut faire vivre pleinement le système démocratique. Et c'est le lieu de rappeler, je sais bien qu'il y a des élus politiques parmi vous, parmi nous, c'est le lieu de rappeler que les élus ne sont que des accessoires. Indispensables, certes, mais des accessoires par rapport au but de la démocratie. Ils sont asservis à la volonté du peuple, et la démocratie n'a d'intérêt et d'utilité qu'en ce qu'elle peut apporter effectivement et concrètement aux citoyens, pas aux élus, aux citoyens. Elle est que pour eux. C'est en ce sens que je dis qu'ils sont accessoires au projet. C'est sans doute un vice majeur, à mon avis, de la façon dont a été construite en France, puis vécue la décentralisation depuis les lois de 1982, 83, 84 et 82, disons. C'est sans doute un vice majeur parce que cette décentralisation a tout entière été organisée autour des seuls élus. Tout a été pensé en termes de pouvoir, en termes de compétences. Tout a tourné autour des rapports de force. Qu'est-ce que j'arrache à l'État et qu'est-ce que j'ai moi élu? Mais pas grand-chose. Peanuts, comme on dit, pour les citoyens. Quand on a transféré le permis de construire de la DDE au maire, moi, je n'ai pas vu un seul citoyen y gagner quoi que ce soit. Si, j'ai vu les maires faire du chantage pour ne pas délivrer le permis, ou pour accorder le permis à des gens qui n'y avaient pas droit. Mais enfin, ce n'était pas pour ça que Gaston Defferre avait fait la décentralisation. Donc, je crois que ça, c'est très important. Et vous comprenez bien pourquoi il en est ainsi, à la lumière du clientélisme. Parce que si nous étions une maison de verre, il n'y aurait pas de clientélisme. Enfin, dernière observation, le clientélisme, me semble-t-il, ne peut se développer
que dans un cadre économique et social dégradé, fortement dégradé. Il y a du clientélisme politique à Palerme, à Naples, pas à Milan. Ah oui. En effet, lorsque vous avez dans une société un grand nombre de pauvres, de déclassés sociaux, de paumés, comme on dit, c'est-à-dire des gens peu fortunés, faiblement scolarisés, mal intégrés, vous avez là la disposition permanente au clientélisme, parce que c'est pour eux le seul moyen d'accéder à des choses qui leur sont inaccessibles par les voies normales et classiques. Et Marseille constitue sur ce point, hélas, un bon exemple, car elle cumule des critères majeurs du sous-développement économique. Premier élément, premier critère de la CNUSET, Conférence des Nations Unies sur le sous-développement, c'est un tissu économique peu producteur d'emplois. Pas seulement beaucoup de chômage, ça c'est la conséquence, mais peu producteur d'emplois. Dérisoirement producteur d'emplois par rapport aux capacités. Ce qui génère bien sûr un taux élevé de chômage. Et de l'autre côté, deuxième indice du sous-développement, un secteur public qui fournit un pourcentage proprement extravagant du volume global d'emploi, marquant ainsi un déséquilibre majeur du système économique, déséquilibre qui ne pourra pas durer. Vous le voyez, mesdames, messieurs, c'est à une action d'envergure que vous êtes confiés, bien loin des misérables querelles électoralistes. Et c'est à cela que nous entraîne le souci d'affaiblir le phénomène clientélaire, comme l'écrivait Charles de Gaulle au début de ses mémoires de guerre, sous peine de danger mortel, il faut viser haut et se tenir droit. Je vous remercie.